Connaissez-vous Sarah Saldman? C'est une avocate médiatique qui a son rond de serviette chez les grandes gueules et qui fait régulièrement le buzz avec des propos résolument antisociaux. En septembre dernier, elle s'en prenait aux Français, des fragiles selon elle, qui auraient trop recours aux arrêts maladie. On est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paye qui tombe. Voilà pourquoi on est malade. Parce qu'un rhume, c'est quoi? C'est un rhume, une angine, et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Aujourd'hui, après l'épidémie des arrêts maladie parmi les policiers, depuis la mise en détention provisoire d'un des bourreaux qui ont défiguré le jeune Eddy, 22 ans, à Marseille, on a voulu improviser une rubrique « Que sont-ils devenus ?» Que devient Sarah Saldman? A-t-elle pris la tête d'une fronde anti-flic en grève dissimulée? En fait, non. Elle préfère s'engueuler avec François Ruffin sur le plateau des Grandes Gueules en lui expliquant en gros que le SMIC, eh bien, c'est suffisant pour vivre dans de nombreux endroits en France. Et quand il lui propose d'essayer dans la ville de son choix pour 1 à 3 mois, évidemment, elle se rebiffe. Bon, je peux pas exercer d'activité salariée puisque je suis avocate, vous le savez. Mais si, admettons, je me mets dans ces conditions, je l'accepte, mais pas pour cette durée-là. Une semaine, ça sera déjà pas mal. Ah bon? Une Merci. semaine au SMIC sera déjà pas mal. En gros, les vacances chez les gueux, c'est bien, mais ça doit être court, hein. Ok, et les arrêts maladie chez les policiers, rien à dire à ce sujet? Non, rien. Cela dit, à la décharge de Sarah Saldman, elle ne fait que respecter une règle de conduite qui semble être celle de nos gouvernants et de nos grands patrons. De la fronde anti-républicaine des forces de l'ordre au moment où de nouvelles révélations sortent sur ceux qui sont mis en cause dans l'affaire Eddy, on en reparlera entre autres sujets dans cette nouvelle édition de notre bulletin info d'été. La dernière édition du Monde le rappelle, ces derniers mois, les piliers de la Macronie n'ont pas cessé de nous expliquer sur tous les tons qu'il fallait de toute urgence prendre des mesures contre les arrêts de maladie dits de complaisance. Rappelons-nous ce que disait par exemple Bruno Le Maire le 20 juin dernier. Ce qui est totalement anormal, et je vais vous dire même révoltant, c'est qu'il y a des gens qui abusent des arrêts maladie, qui sont en arrêt maladie alors qu'ils ne sont pas malades. Gabriel Attal, le 14 juin, était même encore plus alarmiste. Il suffit aujourd'hui d'ouvrir un réseau social, d'ouvrir un article de presse pour voir à quel point il est facile de se procurer un arrêt maladie. Je vous recommande un article du Parisien récent, comment en 10 minutes, pour 10 € j'ai eu un arrêt maladie sur Snapchat. Mais ils sont passés où ces dernières semaines, ces braves pères fouettards? Manifestement, ils avaient piscine. Bref, où en est aujourd'hui l'épidémie des arrêts maladie dans la police? Difficile à dire, tant la communication officielle du ministère de l'Intérieur à ce sujet a été minimale. Mais selon une source policière interrogée par France Info, leur nombre est en baisse depuis le pic du mouvement. En baisse de 13% dans la zone de Marseille, la plus concernée par cette rébellion larvée, et de 40% dans la zone de la préfecture de police de Paris. Le mouvement reprendra-t-il alors? Selon les syndicats de police les plus radicalisés, Gérald Darmanin a donné satisfaction à toutes les demandes des frondeurs. Mais le fait est qu'il n'a pas le contrôle de l'appareil judiciaire. Or, l'AFP nous apprend que ce jeudi 3 août, c'est-à-dire après-demain, la justice examinera l'appel déposé par l'avocat du policier impliqué dans la grave agression d'Eddy. L'appareil judiciaire est donc d'ores et déjà piégé, car si le policier bénéficie d'une mise en liberté provisoire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence sera soupçonnée d'avoir cédé au chantage policier et aux messages politiques ambigus ou problématiques envoyés par le pouvoir exécutif. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin en tête. S'il est maintenu en détention, c'est l'épidémie d'arrêt maladie et de défiance de l'autorité de l'État qui pourrait bien reprendre. Dans ce contexte, pour le moins tendu, de nouvelles révélations de Mediapart viennent aggraver le cas de David B., l'un des policiers impliqués dans le martyre d'Eddy. Elles mettent aussi en lumière les graves conséquences de l'impunité des forces de l'ordre. En effet, David B. était déjà impliqué le 8 décembre 2018 dans le tabassage insensé de la jeune Angelina, 19 ans, en marge du mouvement des Gilets jaunes. Écoutons le récit accablant qu'en a fait Mediapart. La jeune fille de 19 ans a soudain été projetée à terre par un tir de LBD dans la jambe. Une fois au sol, des policiers l'ont tabassée. Grièvement blessée, la jeune fille a eu le crâne fracturé et le cerveau atteint. Souffrant de séquelles physiques et psychologiques, elle a depuis été reconnue travailleuse handicapée. Mais l'enquête judiciaire s'est transformée en chemin de croix. La plainte d'Angelina a d'abord été refusée par plusieurs commissariats.
Lorsque l'enquête préliminaire a enfin été ouverte, les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la ville avaient donc été écrasés, conformément au délai d'usage. De même que les écoutes des échanges radio de la police, qui sont elles conservées 2 mois. Le problème est que d'autres preuves qui auraient pu être exploitées par la justice ont disparu. Le précieux rapport informatique faisant état de l'ensemble des mouvements et des interventions des policiers de la journée du 8 décembre a été tronqué entre 14h37 et 23h21. Plus un mot de disponible. Seules 2 vidéos de témoins ont pu être versées au dossier qui montrent des policiers vêtus de noir, le visage masqué, certains affublés de masques non réglementaires. La tâche est donc facilitée pour David B, qui, entre-temps, a échappé aux auditions de l'IGPN parce que, coïncidence, il est parti pour un séjour d'1 an au Togo dans le cadre d'une mission militaire au profit d'une entreprise privée. De fait, aucun des policiers auditionnés n'identifie, bien entendu, les auteurs des violences. Le verdict était tombé en décembre 2020, non-lieu. C'est tellement gros que le 10 mai dernier, l'avocat général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence demande une reprise des enquêtes et il est suivi en cela par la chambre d'instruction. Une nouvelle juge a été saisie du dossier, nous apprend Mediapart. La surpopulation carcérale bat un nouveau record en France avec 74 513 détenus au 1er juillet 2023. Ce bilan représente 2500 prisonniers de plus en un an, alors qu'il n'y a que 60 000 places opérationnelles en prison. Ces chiffres sont ceux du ministère de la Justice qui ne semble toujours pas décidé à lutter contre l'engorgement des prisons. En effet, la France bat pour la 6e fois en quelques mois son nombre record de détenus et dépasse pour la première fois la barre des 74 000 prisonniers. Cette surpopulation inflige aux détenus de vivre à 3 par cellule, 21 heures sur 24, dans moins d'1 mètre carré d'espace vital par personne, d'être attaqués par des punaises, envahis par des cafards et des rats. Une surpopulation qui contraint 2100 personnes à dormir sur un matelas au sol. Des éléments mentionnés par la contrôleuse des prisons, Dominique Simoneau, qui, dans un rapport publié le 11 mai dernier, déplorait l'inertie coupable du gouvernement face à la population carcérale record en France. Le pire concerne les maisons d'arrêt où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, présumés innocents et ceux condamnés à des courtes peines, avec un taux d'occupation de 146,3%. Il atteint ou dépasse même les 200% dans 8 établissements. Alors la situation soulève une question, est-ce que le programme immobilier pénitentiaire de construction de 15 000 places de prison d'ici à 2027, un plan annoncé par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, peut indiquer la surpopulation carcérale? Non, selon le député LR Patrick Hetzel, rapporteur spécial des crédits de la commission justice de l'Assemblée nationale, qui, dans un rapport du 25 mai dernier, estimait ce plan sous-dimensionné. Ces 15 000 places supplémentaires étaient déjà annoncées en 2017, puis en 2022, et en réalité, on n'en comptait que 2000 fin 2021, accuse Dominique Simoneau. La contrôleuse des prisons recommande depuis 2017 la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale inscrit dans la loi qui permettrait d'examiner les possibilités de sortie d'un prisonnier en fin de peine afin de faire rentrer d'autres détenus. La surpopulation carcérale chronique, rappelons-le, risque de s'aggraver avec les condamnations quasi systématiques à des peines de prison pour les personnes qui ont participé aux révoltes urbaines du mois dernier. Cette surpopulation a valu à la France d'être à nouveau condamnée le 6 juillet dernier par la Cour européenne des droits de l'homme pour des conditions de détention subies par 3 détenus de la prison de Fresnes. Lorsqu'ils ont saisi la Cour en 2018, les 3 requérants étaient détenus dans ce centre pénitentiaire de la banlieue parisienne où le taux de surpopulation était de 197% au 1er janvier 2019. Cette condamnation est intervenue 3 ans après un arrêt historique épinglant la France pour la surpopulation de ses prisons suite à la plainte d'une trentaine de détenus devant la haute juridiction de Strasbourg. La justice européenne avait recommandé à l'État d'envisager l'adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention. Une consigne manifestement restée lettre morte. Sortez le champagne et les confettis, la croissance est de retour.
Contre toutes les attentes, toutes les prévisions, le PIB français a fait un bond de 0,5% au deuxième trimestre de cette année 2023. Et à en croire les ayatollahs du néolibéralisme, parmi lesquels notre cher ministre de l'économie, cette nouvelle est évidemment l'illustration du succès de la politique économique d'Emmanuel Macron. Écoutons le satisfecit de Bruno Le Maire. C'est une performance remarquable de l'économie française qui montre le succès de la politique économique que nous avons engagée depuis 2017 avec le président de la République, une politique économique qui repose sur les entreprises, les salariés et le travail. Et quand on regarde un peu plus le détail de cette performance, on voit que pour la première fois, la croissance française est tirée par les exportations, par l'investissement des entreprises, beaucoup plus que par la consommation des ménages. Donc ça prouve une fois encore que notre appareil productif tourne bien, est efficace. Alors ok, une performance remarquable peut-être, mais à nuancer quelque peu. Comme Bruno Le Maire le reconnaît lui-même, on doit cette croissance exclusivement à une forte hausse des exportations. Car en parallèle, le ministre de l'économie ne précise pas que les importations ont fortement baissé sur la même période. C'est justement l'écart entre ces deux dynamiques qui permet à la France de gagner 0,7 points de PIB. La chose qu'il faut relativiser ici est précisément que la baisse significative des importations témoigne d'une faible demande intérieure. Alors, comment interpréter ces chiffres ? Eh bien, la consommation des ménages est en net recul sur quasiment tous les produits agroalimentaires et les produits industriels. Seules les dépenses sur les biens d'équipement stagnent au deuxième trimestre. De fait, la consommation des ménages n'a pas progressé depuis le dernier trimestre 2022, ce qui, vous l'aurez compris, est une conséquence de l'augmentation des prix, alors que dans le même temps, le gouvernement n'a pas procédé à une hausse significative des salaires. Par conséquent, les ménages tentent au mieux de limiter leurs dépenses, même si toutes les institutions financières nous jurent que l'inflation baisse dans la zone euro, la consommation des ménages, elle, n'est pas au mieux. Une raison de plus pour se méfier des annonces fanfaronnantes sur des chiffres qui servent au final le discours du gouvernement plutôt que le quotidien des Français. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2023. Vous vous souvenez peut-être de cette réforme de l'assurance chômage que le gouvernement brandissait comme sa vision pour le plein emploi. Son objectif, finalement plein de cynisme, va commencer à être atteint à partir de ce mardi, puisque les demandeurs d'emploi vont subir les premières conséquences de la réforme très contestée par les syndicats et qui diminue de 25% la durée d'indemnisation. Concrètement, si avant la réforme, un demandeur d'emploi pouvait bénéficier de 8 mois d'indemnité, eh bien avec les nouveaux changements, cette période passe à 6 mois pour les moins de 53 ans. Alors, s'il est encore tôt pour voir les premiers effets positifs supposés de cette réforme, on va très rapidement pouvoir vérifier son impact sur les allocataires affectés dès aujourd'hui par cet arrêt des versements. Voilà donc une nouvelle réforme dont la pertinence laisse songeur, d'autant plus que les syndicats y étaient opposés et ont été déboutés par le Conseil d'État. Sophie Binet de la CGT y voit d'ailleurs un subterfuge de la part de l'exécutif pour financer France Travail. Cette réforme, elle ne peut pas durer, ce d'autant que les comptes de l'assurance chômage sont au vert. Tout va très bien. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut la pérenniser ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il veut prendre l'argent de l'assurance chômage pour aller financer France Travail et pour aller financer les contrôles sur les allocataires du RSA. Il veut déshabiller Pierre le chômeur pour mieux contrôler Paul, l'allocataire du RSA. C'est scandaleux parce que c'est une double peine. Et puis la deuxième chose, c'est que le gouvernement et le patronat veulent mettre la pression sur les salariés en poste et stopper les revendications d'augmentation de salaire. Parce qu'on sait que dans un certain nombre de secteurs, il y a des pressions à l'embauche, notamment par exemple chez les saisonniers, dans l'hôtellerie-restauration, etc., qui nous mettent, nous, en position de force pour demander des améliorations de conditions de travail et des augmentations de salaire. Et donc, ils veulent forcer les gens à prendre n'importe quel emploi pour que nous ne soyons plus en position de demander et d'exiger des augmentations de salaire et des améliorations de conditions de travail. Les syndicats et le patronat ont défini une forme d'agenda social. Vous êtes les seuls à ne pas l'avoir signé. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur les priorités qui sont les nôtres, à savoir sur salaire et assurance chômage, il n'y a rien.
Alors évidemment, le gouvernement est bien content parce qu'il va pouvoir revendiquer une baisse du chômage puisque les gens se précipiteront pour essayer de trouver le premier emploi proposé. Seulement, il va falloir leur rappeler que ce n'est qu'une façade qui dresse le lit de la précarité. Toutes ces manœuvres supposément en faveur du plein emploi vont simplement pousser les chômeurs à se ruer sur des contrats précaires hors de leur domaine de compétences, de quoi faire plaisir aux grands patrons qui sont friands, vous le savez, de main-d'œuvre à moindre coût. Et en plus de faire le jeu des grandes entreprises, le gouvernement va se faire des économies sur le dos des allocataires, car selon une étude de l'UNEDIC, on comptera 53% de demandeurs d'emploi qui seraient affectés par cette réforme. Cela représenterait 300 000 personnes et une manne financière de 4,5 milliards d'euros pour l'État. Nul doute que ces économies auraient pu être réalisées, par exemple, en taxant les superprofits plutôt qu'en s'attaquant aux plus précaires. L'actualité au Niger, toujours en pleine ébullition après le coup d'État de la semaine dernière. Aujourd'hui, on apprend que la France a commencé le rapatriement de ses ressortissants, une annonce faite par le ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay explique cette décision par le fait que, je cite, « les violences qui ont eu lieu contre l'ambassade et la fermeture de l'espace aérien laissent les ressortissants français sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens ». Après le coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum, des manifestants nigériens en faveur des putschistes avaient manifesté leur mécontentement vis-à-vis du positionnement de l'État français devant l'ambassade de France à Niamey. Certains ont tenté de rentrer au sein de l'ambassade, tandis que d'autres ont enlevé la plaque affichant ambassade de France et l'ont remplacée par des drapeaux nigériens et russes. Depuis, les tensions n'ont pas cessé de croître, notamment au niveau diplomatique. La junte a accusé hier la France de préparer une intervention militaire dans le but de réhabiliter le président déchu, accusation immédiatement démentie par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Des tensions internationales donc, mais aussi des tensions régionales puisque la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a fixé un ultimatum au Niger pour un retour de l'ordre constitutionnel après avoir décidé d'un blocus économique. Les dirigeants de la CEDEAO ont même fait planer l'hypothèse d'une intervention armée, mais le Niger n'est pas tout à fait isolé dans cette histoire et a reçu le soutien de poids de ses voisins maliens et burkinabés. Écoutons la prise de parole du ministre et colonel malien Abdoulaye Maïga. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. exprime leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté et les autorités nigériennes. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. La Guinée-Conakry, qui a également un gouvernement mis en place grâce à un coup d'État, exprime aussi son désaccord vis-à-vis d'une éventuelle intervention militaire. Une sortie de crise diplomatique apaisée et cordiale semble donc être la seule solution pour que le Niger traverse cette période trouble de son histoire. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'info quotidien, un nouveau flash qui entre dans notre programmation d'été. Comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs. Mais l'actualité ne s'arrête pas, alors nous non plus. Nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, de débats et de décryptage au quotidien. Vous le savez, l'intégration de notre projet éditorial unique dans le PAF dépend toujours de votre soutien et surtout de vos abonnements qui sont notre source de financement la plus pérenne. Et comme nous aimons à le dire ici aux médias, être à la télé, c'est bien, mais y rester, c'est encore mieux. Rendez-vous donc sur notre site internet www.lemediatv.fr/soutien. D'ici là, restez connectés aux médias grâce notamment à notre diffusion de programmes 24/7 sur YouTube. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et de votre confiance et vous dis à bientôt pour une prochaine émission.